bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à la EPS Île-de-France, à Stéphane, mais aussi toute son équipe, tous les collègues bénévoles qui participent. Alors tu as parlé de l'histoire effectivement de la EPS, qui est une amicale à l'origine, qui a été créée en 1936. C'était à l'époque l'école normale de l'éducation physique, mais je pense que c'est important de rappeler que dans cette histoire politique, dans l'histoire des idées aussi, l'ensemble de ses collègues ici participent très activement et participe à cette dynamique en Île-de-France. Et pour cela, on t'en remercie vraiment vivement et remercie l'ensemble de l'association. Sur la thématique, oui, évidemment, en lien direct avec notre ouvrage, l'histoire politique de l'EPS, mais tu l'as dit, on aimerait insister sur ces controverses et ces débats. Alors, ce qu'on entend par controverse, c'est véritablement entamer une discussion, une opinion, nécessairement pour nous argumenter, mais qui va nous permettre de, on l'espère à la suite de l'intervention, amener une discussion, un débat. Et selon nous, un débat, ce n'est pas tant des oppositions que des divergences. Des divergences de point de vue, peut-être des contradictions, mais en rien des oppositions qui ont participé justement et qui participent encore aujourd'hui à cette EPS qui me semble en mouvement, très dynamique et on en parle beaucoup en ce moment et je pense que c'est très positif. De là, sur les enjeux, il me semble qu'au-delà de la dimension historique au cours de la Ve République, les enjeux contemporains, tu as parlé de l'urgence climatique, on discutera aussi peut-être particulièrement de l'urgence sanitaire, qui, je pense, est au centre des préoccupations peut-être des collègues, mais de nos jeunes, des élèves. Directement, et pour commencer ce propos, avant de vous préciser un peu le plan de notre intervention, puisque avec Serge, on a prévu différents temps de parole, mais on s'empêchera surtout pas d'intervenir et d'échanger même en même temps. Sur cette discipline en mouvement, j'aimerais justement peut-être, pour amener une dimension un peu politique sur des enjeux sociétaux qui dépassent l'EPS, rappeler que les choix opérés par la discipline, autant dans les textes officiels, et on en parlera peut-être de l'intérêt des textes officiels en termes de communication aussi à l'extérieur, pas que de communication nous en interne pour les enseignants. Je pense que c'est important peut-être de débattre aussi de ce projet de formation d'une jeunesse, d'éducation des corps, mais aussi de nos futurs citoyens. Et de là, rappeler, mais peut-être très vite justement, ces débats, ces divergences qu'on connaît très bien, je pense en STAPS, c'est dans les préparations de concours, ce débat entre ce qu'on appelle communément les développementalistes et les culturalistes, mais finalement c'est un débat qui transcende et qui dépasse largement, et vous le savez bien, l'EPS, ce débat et ce rapport entre la nature et la culture. Mais ce débat, et on va l'envisager, on va essayer peut-être de faire aussi des propositions, et on dépassera largement une perspective historique. Pour nous, c'est aussi une façon de concevoir l'éducation de l'individu. Débattre de la nature et la culture, c'est aussi une manière de penser, encore une fois, l'éducation et la formation du futur citoyen. Sans aller trop loin d'un point de vue philosophique, on aimerait rappeler avec Serge que l'idée de nature, l'objectif pour l'école et pas que l'EPS, sur la partie nature qui pour nous renvoie souvent à ce courant développementaliste, on en parlera après peut-être sur les acteurs, l'objectif c'est aussi libérer la nature qui est en nous et assurer donc le développement de nos élèves. Donc principalement cette idée de permettre à un enfant, un jeune, de se développer et peut-être que Serge parlera particulièrement d'un développement de qualité physique aujourd'hui qui semble peut-être un enjeu prioritaire ou peut-être aussi remettre au goût du jour. Sur la dimension culture, qu'on n'évince surtout pas, c'est aussi et peut-être plus encore décider à chaque période de l'histoire qu'est-ce qui détermine la culture, qu'est-ce qui est légitime à transmettre, qu'est-ce qui est indispensable à transmettre à nos jeunes au niveau de la culture. Évidemment, pour nous, la culture, en tout cas sur cette période depuis 1958 et le début de la Ve République, c'est le ou les sports. Maintenant, dans ce rapport EPS-sport, on en parle beaucoup, la question est aussi qu'est-ce qu'on entend par sport ? Quelle est la définition ? Est-ce qu'elle n'a pas évolué ? Puisque ce n'est pas tant sa référence culturelle que peut-être sa modalité, la manière dont les jeunes s'engagent justement dans l'activité physique et ou le sport. Et là aussi, on essaiera d'être précis pour dépasser peut-être des confusions faites par le politique ou aussi le grand public. De là, et c'est, je pense, un axe fort peut-être, ce qu'on avait à cœur de développer dans notre ouvrage, c'est au-delà de cette histoire politique, c'est justement l'histoire des acteurs, l'histoire sociale. Et pour nous, l'EPS, c'est pas tant une personne, c'est d'abord une discipline scolaire,
Une discipline scolaire est donc un champ social finalement où différents acteurs, législateurs, inspecteurs, enseignants, syndicats, formateurs, que nous sommes aujourd'hui avec Serge, qui participent. L'ensemble de ces acteurs, encore une fois, participent, peut-être avec des divergences, mais j'insiste sur cette idée de divergence et pas d'opposition. Pour ensuite, peut-être, à travers les textes officiels, donner des orientations nécessairement politiques, mais aussi sociétales. Plus précisément, et avant de laisser la parole à Serge, justement sur une première thématique autour de l'EPS et de la discipline, j'aimerais simplement, alors on n'aura pas énormément de citations, mais prendre cet extrait de citation de Ténèse, Paclin et Andrieux pour rappeler la spécificité première de l'EPS. Il me semble qu'encore une fois, la spécificité première, c'est cette idée de certes mettre le corps en mouvement, mais plus encore participer à la transformation de la motricité de nos jeunes. Et là aussi, on terminera notre intervention dans cette idée que pour nous, c'est une ambition. On a peut-être perdu de vue, mais le développement de qualité physique, de ressources des élèves, l'enrichissement de la motricité, pour nous, encore une fois, c'est au-delà de la spécificité, c'est la singularité peut-être de notre métier de professeur d'EPS. D'autant plus que, et c'est la fin de cette citation, d'autant plus qu'aujourd'hui on est confronté à un environnement de plus en plus virtuel. On en parlera peut-être avec cette idée d'avoir face à nous des jeunes autour d'un corps de sport plus connecté, numérique, et c'est un élément qui semble aussi d'importance et à prendre en compte, pour peut-être plus tard garantir cet engagement et donner le goût de l'activité physique pour nos jeunes. Mais maintenant, au-delà de ces savoirs qui peuvent sembler, peut-être plus cognitifs, transversaux, et là aussi on aura une perspective critique avec Serge sur l'orientation actuelle des textes officiels, sur la dimension cognitive, mais encore une fois, quand je dis critique, c'est pour engager évidemment la réflexion et le débat. Pour peut-être repenser, redéfinir, cibler davantage nos programmes autour de savoirs techniques et corporels. Donc la dimension certes méthodologique, sociale, dont on connaît les compétences méthodologiques et sociales des programmes, mais peut-être aussi recentrer les savoirs et des compétences plus motrices autour de ces débats de la nature et de la culture. Donc pour terminer sur ces éléments, au-delà de l'entrée par cette intelligence du corps dont parle Michel Serres notamment, il a fait un petit ouvrage là, justement sur cette idée que les profs de gym l'ont appris à penser. Et pour moi c'est important peut-être de le rappeler pour dépasser parfois des caricatures et des jugements, ou plutôt des préjugés culturels. Mais rien n'empêche, et ça n'empêche surtout pas, évidemment, d'accéder à différentes cultures corporelles. Donc ça reste le moyen, bien sûr, le ou les sports, accéder à cette culture pour ensuite développer donc, ces compétences motrices. Donc on essaiera de, là aussi, peut-être dépasser des clivages au niveau des conceptions. Pour terminer, vous présenter donc le plan un peu de notre intervention. On a essayé de se dire qu'au-delà d'un sigle, on en a parlé dans une tribune un peu engagée sur le café pédagogique. Évidemment que, puisque ça a été aussi caricaturé, ce n'est pas tant la question du sigle EPS que, évidemment, du projet d'éducation des corps et de formation du citoyen. Mais tout de même, autour de ces sigles et face aux priorités sociales du moment, notamment sanitaires, Serge, juste après moi, là, cette prise de parole, questionnera justement cette relation entre l'EPS et la santé à travers peut-être une relation encore ambiguë. Donc il vous en dira plus et dans une perspective aussi critique. Je poursuivrai en questionnant ce rapport EPS-sport et là aussi peut-être en cherchant à dépasser ou rappeler parfois pourquoi cette confusion prédomine et demeure encore aujourd'hui pour nous enseignants d'EPS. Et enfin, pour terminer nos propos et engager donc la discussion et le débat, on aura pour ambition justement d'assumer cette dimension scolaire, donc une EPS résolument scolaire, en articulant justement ces dimensions culturelles et développementales aujourd'hui, qui semblent, je pense, peut-être une conception partagée et ça sera tout l'intérêt du débat. Je laisse la parole à Serge. Merci, merci Guillaume. Donc la première thématique, c'est EPS santé, une relation ambiguë. Alors a priori, on dit relation ambiguë.
Pourtant, ici dans la salle, il y en a beaucoup qui doivent penser que naturellement, évidemment, l'éducation physique agit sur le corps. Donc comme elle agit sur le corps, elle a un impact sur la santé. Or, c'est quand même un peu plus complexe que ça, parce que malheureusement, on peut penser qu'actuellement, l'éducation physique, elle est un peu décrédibilisée par rapport aux enjeux de santé. On y reviendra évidemment, mais quand on parle du bouger 30 minutes à l'école primaire ou des 2 heures de sport qui sont en expérimentation pour l'instant dans des collèges, assurés par des associations et des clubs, et qui probablement vont intégrer le cadre officiel dans les années qui viennent ou l'année prochaine, la justification de ces 2 expérimentations au départ, c'est bien à un moment donné pour que l'école ait une action sur la santé. Ça veut dire que, évidemment, l'éducation physique, elle est dénigrée, elle est décrédibilisée par rapport aux enjeux de santé. Et donc, je vais essayer globalement de vous en faire la preuve, et on fera quelques propositions avec lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord, mais le but, évidemment, ça va être de réorienter l'éducation physique, de prendre à bras-le-corps cette problématique de santé qui, pour l'instant, malheureusement, on se retrouve en porte-à-faux aux yeux des politiques, et des politiques même publiques. On va essayer de le voir derrière. Quand on regarde l'évolution des textes officiels, vous regardez en 67 par exemple, il était inscrit développement de toutes les aptitudes physiques, développement organique et foncier. Donc on voit qu'à l'époque, évidemment, ce qu'on appelle la dimension physique, qui a complètement disparu de nos jours en éducation physique, ou qui est euphémisée en tout cas. C'est-à-dire qu'à aucun moment on va parler de qualité physique ou de conditions physiques, c'est-à-dire que implicitement, on considérait que l'éducation physique répond à la santé parce que les élèves agissent. Or, évidemment, c'est très largement insuffisant de développer ce type d'argument pour arriver à convaincre autour de la santé. Donc 67, on était sur les aptitudes physiques. 96, on parle du développement des capacités nécessaires aux conduites motrices. Donc on voit qu'à un moment donné, on se rabougrit sur ce qui devient utilitaire, des capacités nécessaires aux conduites motrices. Et récemment, évidemment, au cours du cycle 3, 2015, les élèves mobilisent leurs ressources pour transformer leur motricité dans des contextes diversifiés. Donc il n'y a plus d'ambition de développement. Le développement physique, finalement, est tombé à l'eau. C'est-à-dire que petit à petit, on s'est mis à distance du développement, de l'amélioration de la condition physique et des qualités de nos élèves. Alors je passerai évidemment sur les commentaires, mais dans le texte, il est précisé, ils identifient les effets immédiats de leurs actions, en insistant sur la nécessaire médiation du langage oral et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers, arbitres, observateurs, etc. Donc on voit que, globalement, cet enjeu méthodologique et social, on y reviendra, a pris le pas sur une transformation physique, motrice des élèves. Donc l'EPS marginalisé dans les politiques publiques de la santé. Donc je passerai évidemment sur les politiques interministérielles. Je n'en parlerai pas, Donc des politiques interministérielles où l'EPS n'apparaît absolument pas, ce qui paraît quand même une aberration, puisqu'on est la seule structure qui assure une éducation physique à l'ensemble d'une classe d'âge. On est les seuls. Vous avez les clubs qui ont les volontaires, et puis à côté, vous avez des sédentaires ou des élèves qui ponctuellement vont picorer en bas d'immeubles ou font des pratiques non institutionnelles, mais on est la seule structure en France qui assure une éducation physique au quotidien auprès d'une classe d'âge. Alors quand on regarde alors là, je me suis restreint aux politiques de l'éducation nationale. Programme quinquennal de prévention et d'éducation à la santé de l'éducation nationale, 2003, c'est un texte de 20 pages. Qu'est-ce qui est dit à l'intérieur ? Que l'éducation physique apporte sa contribution dans la prévention des problèmes de surpoids et d'obésité. Une seule phrase sur l'éducation physique, prévention des problèmes de surpoids et d'obésité. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, j'étais en établissement à l'époque, je ne me rappelle pas que quand j'allais en éducation physique, mon but c'était la prévention des problèmes de surpoids et d'obésité. Donc on voit la caricature politique qui est faite de l'éducation physique au travers de ces politiques. Ensuite, vous avez de la maternelle au baccalauréat, plus récemment, la santé des élèves. Donc programme de l'éducation physique 2016, là c'est un document de 30 pages, et l'éducation physique apparaît de manière anecdotique, voire incohérente. Il est dit, le travail en EPS renforce la mobilité articulaire et les muscles de façon équilibrée. La gymnastique au sol et les activités d'acrosport sont indiquées. Les élèves apprennent à veiller sur leur santé. Donc bref, un ensemble d'affirmations qui ne reposent finalement sur aucun élément tangible, à la fois qui sont totalement incohérents, quand on lit le texte, et sur 30 pages au sein de l'éducation nationale, la seule discipline qui agit sur le corps, elle a une place totalement ignorée ou dévalorisée. Donc on voit que notre rapport à la santé, il a été fortement amputé au fil du temps, progressivement. On va essayer d'aller un peu plus en avant.
Vous avez aussi le parcours éducatif santé, donc qui a été créé en 2016 au sein des établissements. Normalement, dans les établissements, vous avez une politique éducative autour de la santé, donc inscrit dans le continuum éducatif. Le parcours de santé prépare les élèves à prendre soin d'eux-mêmes et des autres, à devenir des citoyens responsables en matière de santé individuelle et collective. Donc quand on lit le parcours éducatif santé, on s'aperçoit que l'éducation physique, elle est quasiment ignorée à l'intérieur. Et est mis en évidence les 30 minutes d'activité physique quotidienne pour l'école primaire, et il est précisé distincte de l'EPS. Alors, n'est pas encore arrivé les 2 heures de sport au collège en expérimentation, mais si ça rentre l'année prochaine, ça apparaîtra sans doute dans le parcours éducatif santé. Donc, voilà. Alors, si on lit maintenant les 2 heures de sport en collège, donc qui sont en expérimentation, il est écrit en préambule de ce texte, « Être en bonne santé est une condition favorable pour bien apprendre ». Et donc, on nous présente derrière 2 heures supplémentaires de sport au collège, assurées par les clubs et associations sportives, permettront de répondre à cet enjeu. Où est l'EPS? Où est l'EPS? C'est-à-dire que là, à un moment donné, on peut se poser légitimement des questions et s'inquiéter quand même même si on est une discipline dynamique, au niveau politique, ça pose quand même des problèmes sur notre positionnement à la fois institutionnel et pratique. Les causes de cette marginalisation, pourquoi l'éducation physique a été marginalisée des enjeux de santé? Alors, on peut considérer qu'historiquement, c'est une discipline qui a été traumatisée par son inscription hygiénique, donc évidemment traumatisée entre guillemets, mais évidemment les méthodes gymnastiques néo-suédoises, hébertistes, etc., ont généré évidemment une forme on va dire, de mise à distance, qui a été salutaire, en fait, évidemment, puisque c'était une pratique plutôt désincarnée et abstraite. Mais, évidemment, on a jeté peut-être le bébé avec l'eau du bain. Ensuite, une discipline traumatisée également par son inscription sportive. Donc, le prof de PS, c'est pas un entraîneur. Donc, une mise à distance sans doute salutaire de la pédagogie du modèle, mais on a jeté à l'eau aussi les connaissances sur l'entraînement, sur la condition physique, sur les connaissances scientifiques qui ont trait à l'entraînement du corps, etc. Et de nos jours, c'est une discipline scolarisée qui est centrée sur les contenus et les apprentissages. Donc avec des objectifs quand même à dominante citoyenne. Donc le prof est un enseignant à part entière, avec une hégémonie totale des sciences humaines et sociales. Ça veut dire qu'on a jeté à l'eau toutes les sciences de la vie. C'est-à-dire que, grosso modo, dans les formations initiales, on a encore un peu d'anat et de physio en première et deuxième année, mais dès que vous arrivez en troisième, en master 1 et master 2, les sciences de la vie, elles ont complètement disparu, et on est centré sur les processus d'apprentissage, etc., etc. Voilà. Donc on se retrouve finalement dans une éducation physique qui, progressivement, s'est mise à distance du corps, en sachant que le corps existe. J'avais participé à un débat avec certains débatteurs qui me disaient que le corps n'existe pas, mais le corps existe. Le corps est présent et on a à vivre avec, individuellement, sans doute à l'entretenir, et ça fait partie évidemment du souci que doit avoir l'éducation physique au fil du temps dans son enseignement. Donc l'éducation physique se structure en repoussant la référence aux sciences de la vie pour éviter une inscription hygiénique. Donc on va dire, ce qui paraît le plus dangereux actuellement quand on débat, c'est de dire « Oh là là, je veux me réorienter vers l'amélioration de la condition physique et des qualités physiques. » On va vous traiter d'hygiéniste et on va vous catégoriser en disant « Oh là là, vous voulez faire que ça. » Ce n'est pas le cas, évidemment. Donc l'enjeu, il est autre. Donc je vous ai mis une référence de Robben, Baudin et Haas. Bien souvent, la programmation d'un cycle d'endurance, l'organisation d'un échauffement et de retour au calme écourté pour cause de conditions difficiles de travail tiennent lieu de références sanitaires et hygiéniques. Donc ce qu'il dit, c'est que bien souvent, la référence sanitaire et hygiénique, c'est le petit cycle d'endurance éventuellement qu'on pouvait faire. Cogerino qui nous dit la prévention sur le terrain de la santé physiologique est relativement intégrée chez les enseignants de PS. La prise en compte des autres composantes de la condition physique, force, souplesse, etc., est cependant négligée. Donc évidemment, très naturellement, on connaît les fameux tests du TG, les tests de VMA qu'on faisait avant, qu'on fait sans doute un peu moins maintenant, puisque de nos jours, globalement, ce rapport finalement aux dimensions physiques et physiologiques, on a pris beaucoup de distance. On s'aperçoit que, évidemment, ce rapport aux sciences de la vie, il doit être réhabilité. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important, la réhabilitation des sciences de la vie dans la formation du professeur d'éducation physique. On reviendra évidemment sur la CA5, on va en parler, je ne néglige pas la CA5, puisqu'on verra que la CA5, elle confine pour une part tous les enjeux de santé. La prévalence d'une santé méthodologique et sociale en EPS.
Alors, évidemment, en éducation physique, on parle des compétences méthodologiques et sociales. Hein. Voilà, les AFL2, AFL3, AFC, etc., on connaît tous. Hein. Donc, si vous êtes sur le terrain, vous savez que vous devez passer beaucoup de temps, évidemment, pour les évaluer, pour disséquer. On est dans une logique un peu de pédagogie par objectif, vous voyez, où on morcelle à un moment donné les éléments. Alors, l'apparition de ces compétences méthodologiques et sociales, elle prend sa source dans la production de l'OMS, qui a défini dans les années 90, 93, ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est la capacité d'une personne à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d'adopter un comportement approprié et positif à l'occasion d'interactions avec les autres, sa culture, son environnement. La compétence psychosociale joue un rôle important dans la promotion de la santé, dans son acception large, renvoyant au bien-être physique, psychique et social. Et de là, évidemment, elle définit derrière des compétences. Compétences sociales, compétences cognitives, compétences émotionnelles, que le système éducatif va intégrer, mais plus particulièrement l'éducation physique, au travers des compétences méthodologiques et sociales, qui sont des compétences qui visent à former un citoyen, mais qui visent avant tout à répondre à des enjeux de santé. On est bien ici sur des enjeux de santé, une santé psychologique, un ressenti, une santé subjective, mais en aucune manière on est sur une santé, on va dire, physique. On ne se préoccupe pas du physique, on est sur des compétences sociales, cognitives et émotionnelles. Les dimensions physiques, dans la définition de l'éducation de l'OMS, ont progressivement été édulcorées. Elles existent évidemment, mais au travers de ces compétences psychosociales, elles ont été édulcorées, et c'est ce qui tient une place, on va dire, majoritaire actuellement dans les cours d'éducation physique. Parce que, alors après, il y a, évidemment, je nie pas le décalage entre la réalité des textes officiels et la réalité des pratiques professionnelles. Donc évidemment, il y a un écart important, voire parfois un gouffre. On ne va pas jeter la pierre aux profs d'éducation physique, mais faire une séance de natation avec des tablettes et des fiches d'observation, même si vous devez le faire à un moment donné au CAPES, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Voilà, donc je ne l'ai jamais fait parce que pratiquement c'était impossible. Donc sans doute que je ne répondais pas aux compétences psychologiques et sociales, mais je pense que les élèves arrivaient à acquérir quand même ce type de connaissances d'une autre manière. Donc on voit que l'éducation physique, progressivement, si on lit la grande finalité de 2015, hein, tout au long de la scolarité, l'éducation physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué dans le souci du vivre ensemble. On voit qu'explicitement, on n'a rien sur la culture, on n'a rien sur la santé, implicitement. Hein. Donc si un kidam lit l'objectif, si un parent d'élève ou un politique lit la finalité de l'éducation physique, et on n'a quasiment rien sur la motricité. Par contre, on a beaucoup d'éléments autour, évidemment, des aspects comportementaux et citoyens. Donc ça pose quand même, ça nous interroge sur les choix que doit faire l'éducation physique au regard finalement de ce qu'elle veut faire. Donc à quoi sert l'éducation physique? C'est la question qui se pose à travers cette démonstration.